Bonjour, donc aujourd'hui je reçois Michel Drac pour parler du livre Choc et Simulacre aux éditions, Le Retour aux Sources. Donc voilà le livre. Donc en préalable de notre entretien, je tiens à dire que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de choses à dire dans votre livre. Malheureusement pour notre entretien j'ai dû opérer des coupes. Donc votre livre évoque, on va en parler, ce qu'on appelle le choc des civilisations. Voilà, donc je lis la première phrase. Ce livre de synthèse offre un panorama des forces agissantes autour du concept coaxial de choc des civilisations. Donc en préalable à notre discussion, je voudrais parler avec vous de ce que vous appelez vous des fractures entre mondes. Vous n'en parlez pas beaucoup dans votre livre par manque de place, je suppose. Alors vous expliquez qu'il existe une fracture entre l'Europe et la Russie, alors qu'aujourd'hui, dans la résistance nationale, beaucoup parlent d'alliance avec la Russie. La deuxième fracture que vous évoquez, c'est celle entre le monde chinois confucéen et le monde bouddhiste. Et la troisième fracture que vous évoquez, qui me semble très intéressante et dont on ne parle pas souvent dans les milieux de la résistance, c'est la fracture islam-Chine. Alors, quand je parle de ces fractures, d'abord c'est dans un contexte bien précis, c'est dans le contexte créé par les stratégies de ce qu'on pourrait appeler, pour simplifier, l'Empire, c'est-à-dire une espèce de tripode États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, qui se coordonne plus ou moins, c'est pas très clair, ça est de moins en moins, mais enfin qui dans l'ensemble semble bel et bien être capable de déployer des stratégies coordonnées. En 1997, si ma mémoire est bonne, ou en tout cas c'est à peu près vers cette date-là, un conseiller qui se tient dans la coulisse depuis très longtemps pour diverses administrations US, Zbigniew Brzezinski, a écrit un livre qui s'intitulait Le Grand Échiquier. Brzezinski, ça a été le conseiller affaires étrangères, disons géopolitique de l'administration Carter. C'est probablement lui qui a déclenché, enfin qui a contribué en tout cas au déclenchement de la guerre d'Afghanistan en faisant intervenir la CIA en Afghanistan pour y appeler les Russes, pour les piéger sur le terrain afghan. Dans les années 80, si ma mémoire est bonne, à Harvard, toujours si ma mémoire est bonne, il a repéré un étudiant qui venait d'une famille plus ou moins américaine, c'est pas très clair, qui se trouvait être un monsieur de couleur noire, et qui lui a paru brillant, et ce monsieur s'appelait Barack Obama. Bon. Monsieur Brzezinski, c'est aussi le secrétaire général officieux, si on peut dire, de la commission trilatérale. C'est un ami personnel de la famille Rockefeller. Oui. Bref, on est au cœur des véritables milieux dirigeants de l'Empire. Alors, dans le grand échiquier, ce qu'explique Zbigniew Brzezinski, en substance, c'est la chose suivante. L'Amérique est aujourd'hui, il écrit ça en 1997, une puissance globale d'un type nouveau, c'est-à-dire c'est la première superpuissance globale qui ne se connaît pas à cette date-là vraiment de rival à l'échelle mondiale. Il dit en gros, il y a déjà eu des superpuissances qui ne se connaissaient pas de rival sur une partie de la planète, par exemple l'Empire romain dans la sphère occidentale, l'Empire chinois Han dans la sphère orientale, mais pour la première fois, il y a une puissance globale qui ne se connaît pas de rival sur la planète, c'est les États-Unis. Mais, continue-t-il, ça ne va pas durer. Ça ne peut pas durer parce que le poids des États-Unis dans l'économie globale, qui a atteint un sommet juste après la Seconde Guerre mondiale, où pratiquement l'Amérique représentait 50% du produit brut mondial, ce poids ne cesse de décliner et il va continuer à décliner pour arriver, dit Brzezinski, vers 2030 ou quelque chose comme ça, à 10% du produit brut mondial.
Donc, continue-t-il en 1997, l'hégémonie américaine ne peut pas perdurer au-delà d'une génération. Et il propose implicitement un programme aux élites de l'Empire. Ce programme peut se résumer ainsi: il faut mettre à profit la génération qui reste, c'est-à-dire pendant 97, il dit en gros jusqu'en 2030, où l'Amérique reste une superpuissance globale sans rival sérieux, pour fabriquer le mondialisme que nous voulons. C'est-à-dire en fait, pour fabriquer un mondialisme des classes dirigeantes, peu nombreuses, prédatrices, dominant des sociétés très inégalitaires, avec un tout petit noyau de dirigeants, qui sont un peu les maîtres du monde. Il y a une dimension un peu Dark Vador, si vous voulez, chez Brzezinski, qui est assez drôle d'ailleurs. Bon, alors il habille tout ça évidemment derrière des euphémismes, promotion de la démocratie, paix mondiale, blablabla. Il ne s'attend pas lui-même à être cru quand il le dit, probablement. Mais le fond du projet, c'est évident, c'est une toute petite élite qui domine tout, une vaste classe moyenne qui représente à terme probablement entre 5 et 20% de la population mondiale, c'est pas très clair, et qui sont les gens dont on a besoin pour faire tourner l'appareil productif, et en dessous 80% d'ilotes crétinisés qu'on va essayer quand même de faire tenir tranquille en leur offrant ce qu'il appelle le tititainment, c'est-à-dire un mélange de Panem et Kirkenses, version revue et corrigée et postmoderne. Alors, c'est lui qui a inventé les trois fractures dont nous avons parlé. J'y viens. Excusez-moi, là je suis obligé oui, mais il n'y a pas de problème. Une longue introduction pour faire comprendre exactement de quoi je parle. Alors, dans le grand échiquier, il explique en gros, pour pouvoir fabriquer ce mondialisme que nous voulons, il faut donc qu'on arrive à maintenir la dominance américaine encore 30 ou 40 ans, il fait ça en 97, de façon à avoir le temps, en quelque sorte, de déployer les stratégies d'influence qui permettront, quand on fusionnera en fait les hyperclasses, les différents pôles à l'échelle de la planète, de faire en sorte qu'à l'intérieur de cette hyperclasse mondialisée, là bien sûr je ne dis pas exactement les choses comme il le dit, mais je dis ce que je pense qu'en fait il pense au vu de ce qu'il dit. À l'intérieur de cette hyperclasse mondialisée, il veut que l'hyperclasse occidentale, c'est-à-dire États-Unis plus Europe, Europe étant juste assez unie pour pouvoir travailler avec les États-Unis, juste assez désunie pour ne pas pouvoir leur faire vraiment contre quoi, que cet ensemble occidental soit dans l'hyperclasse prédominant, et qu'à l'intérieur de cet ensemble occidental, les classes dirigeantes du monde anglo-saxon, américain et britannique, il dit explicitement dans le grand échiquier que la Grande-Bretagne n'existe plus en tant que puissance distincte des États-Unis, il faut considérer que c'est un tout. À l'intérieur donc de cette hyperclasse occidentale, l'hyperclasse anglophone, on va dire, est dominante. Alors maintenant, on va parler des fractures. Ce qu'explique Brzezinski, c'est que l'Eurasie mise tout ensemble, l'Eurasie réunie, est déjà aujourd'hui beaucoup plus puissante que l'anglosphère. C'est sûr que si vous mettez l'Europe, la Russie, la Chine, l'Inde ensemble, c'est déjà beaucoup plus puissant que le monde anglophone. Mais il n'y a pas d'unité politique. Mais voilà, il n'y a pas d'unité politique. Alors ce que dit Brzezinski, c'est pour garder donc cette prédominance globale du monde anglophone en réalité, il faut empêcher que cette Eurasie s'unifie, au moins par grands blocs, et se coordonne. C'est-à-dire il faut empêcher essentiellement les Russes qui sont évidemment au centre. La Russie est au centre de l'Eurasie. Il y a l'Europe, il y a l'Inde, il y a la Chine. Il faut empêcher les Russes de devenir le pont terrestre, en quelque sorte, entre l'Europe et l'Asie. Alors, bien sûr, les fractures, maintenant on y vient, elles existent depuis très longtemps.
D'ailleurs, enfin, ça ne date pas d'hier qu'il y a des fractures entre le monde européen et le monde russe, le monde européen et le monde musulman. Si tant est d'ailleurs que le monde musulman, ça existe vraiment, bon, déjà ça peut se discuter, le monde musulman et le monde indien et le monde chinois, etc. Et il ne s'agit pas du tout de nier l'existence de ces fractures. Simplement, il s'agit de comprendre la stratégie de l'Empire et de comprendre comment l'Empire, aujourd'hui, joue sur ces fractures pour maintenir sa prédominance, alors que dans l'ordre de l'économie réelle, en fait, il est déjà presque déclassé. D'accord. Alors justement, on va continuer sur Brzezinski. Alors, le livre dont vous parlez, c'est le grand échiquier, le vrai choix mondial ou le leadership mondial. Donc on répète, il était conseiller d'Obama. Vous dites aussi qu'il est disciple de Rockefeller. Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, je ne sais pas dans quel sens ça marche. Je ne sais pas qui est le disciple de qui. Mais bon, disons qu'il est... Alors, dans ce livre, en fait, donc Grand échiquier, le vrai choix de la domination mondiale ou leadership mondial, Brzezinski propose une stratégie qui ne repose plus sur la guerre, mais sur l'infiltration des élites non américaines afin d'influencer les populations indiennes locales. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut voir les prémices de cette stratégie en France avec la visite de l'acteur noir américain Samuel L. Jackson ou plus récemment Sylvester Stallone? Ça fait très longtemps que les Américains utilisent un certain nombre de stratégies pour développer leur influence en Occident, dans l'Occident non anglophone, disons. Oui. Et effectivement, Hollywood est une de ces stratégies. C'est vrai. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas, en l'occurrence, être dupe en quelque sorte du prisme informationnel. C'est-à-dire que en fait, ce qui intéresse le plus les Américains, probablement, c'est d'avoir une influence forte sur le sommet des classes dirigeantes. Alors, une des méthodes pour verrouiller cette influence forte, effectivement, c'est d'avoir une bonne image auprès de la population, parce que, évidemment, si la population a une bonne image des États-Unis, les dirigeants doivent en tenir compte. Cela dit, ça c'est plus du médiatique, c'est un dispositif annexe. Le cœur de leur travail, c'est le verrouillage des élites. Et ça ne se fait pas, à mon avis, hein, je parle de choses où je reconnais, là je fais des suppositions, je peux me tromper, oui. Mais à mon avis, ça ne se fait pas par Sylvester Stallone. D'accord. Donc en fait, lorsqu'ils viennent en France, il n'y a pas une idée que la population, disons, d'extraction plus basse, que les élites soient elles aussi influencées par... Si, ça rentre quand même dans... Je pense, ah oui. D'accord, ça... de toute façon, il est très clair que la machine hollywoodienne est une machine de propagande américaine. Ça, c'est évident. Enfin, américaine. Disons, une machine de propagande de l'Empire. Pour l'Empire. Pour l'Empire, voilà. Mais je pense que c'est un dispositif annexe et que aujourd'hui, ce qui montre bien l'influence, le poids de l'influence atlantiste en France, c'est notre président de la République, qui va faire son jogging avec, je crois qu'il a fait une fois, il a photographié en jogging dans Central Park avec un t-shirt New York Police Department. Oui, c'est ça, oui. On l'appelle Sarko l'américain. Oui, mais c'est un agent américain, il faut appeler les choses par leur nom. Vraiment, pour vous, il est vraiment mandaté? C'est-à-dire qu'il n'a pas été... Non, d'accord. Alors, justement, dans votre livre, vous expliquez qu'en 1989, les militaires, ils inventent le terme, le concept même de guerre de 4e génération. Donc pour expliquer aux internautes, pour faire simple, c'est la guerre de la communication. C'est-à-dire que cette guerre, elle repose sur l'importation des techniques du marketing dans le domaine de la stratégie militaire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, de vrais exemples? Et comme aujourd'hui, on est le 11 septembre, est-ce qu'on peut dire que le 11 septembre 2001 fait partie de cette stratégie ou pas du tout? Bon, aujourd'hui, il y a déjà la grande question sur le 11 septembre, c'est qui l'a fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que la version officielle pose problème. C'est pas possible, ça
écoutez, un avion qui en pleine alerte maximale se balade 40 minutes au-dessus du territoire américain sans qu'aucun chasseur ne l'intercepte. Ils ne le descendent aussi. Ils ne le descendent, qui rentre sur la zone, dans la zone qui est supposée être la plus sécurisée du monde, qui est pilotée par des gens qui ne savent pas piloter. savent pas piloter et qui réussissent une manœuvre que les commandants de bord les plus chevronnés considéraient comme un exploit. Le tout pour aller percuter un immeuble où l'avion fait un trou plus petit que son envergure. Enfin, bon, il faut arrêter, quoi. On se fout de notre gueule. Oui. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait que la version officielle, on ne nous a pas tout dit, c'est évident, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Oui. En gros, il y a 3 thèses. La première thèse, c'est que à l'intérieur de l'appareil d'État américain, une faction en fait a fait un coup d'État à ce moment-là, et que en fait c'est un attentat sous faux pavillon qui a été fait depuis l'intérieur par une fraction de l'appareil d'État américain. Il y a une deuxième thèse qui est que l'affaire aurait été sous-traitée directement jusque dans son exécution au service israélien. Et puis il y a une troisième thèse qui est que ça a été effectivement fait par les islamistes, que en fait les services américains le savaient, mais qu'ils ont laissé faire un petit peu comme on les soupçonne fortement d'avoir laissé faire Pearl Harbor. Bon. C'est les 3 thèses possibles. Moi, je ne sais pas laquelle est la bonne. Il n'y a aucune information de tout le monde. Bon. Donc ça, sur le 11 septembre, je ne sais pas qui l'a fait. Par contre, ce qui est évident, c'est que dans la façon dont ça a été exploité, là, on est en plein dans les stratégies de la guerre de 4e génération. Qu'est-ce que c'est les stratégies de la guerre de 4e génération? C'est plus grand que simplement la guerre de la communication. C'est une nouvelle façon de penser la guerre. C'est la guerre qui implique totalement toutes les populations, dans toutes les dimensions de leur vie, en permanence. C'est-à-dire que c'est la guerre à la fois économique, militaire, du renseignement, de l'information, on va dire la guerre culturelle, c'est la guerre religieuse. Religieuse aussi. C'est tout à la fois, avec un ciment qui unifie tout ça, et qui est la capacité qu'on s'octroie à définir progressivement la façon dont pense l'adversaire. Le but final de la guerre de 4e génération, c'est pénétrer le cerveau de l'adversaire pour le faire penser comme on veut qu'il pense. Et dans le document qui a été rédigé en 89 par des gens qui étaient des officiers à West Point, c'est dit très clairement, le but, c'est de modeler en quelque sorte le camp occidental pour en faire le meilleur ennemi possible du point de vue des Occidentaux eux-mêmes. Bon. Donc, en fait, ça veut dire on est confronté à une résistance diffuse qui essaime en permanence sur le terrain, qui ne se laisse jamais accrocher franchement, qui risque donc potentiellement, au niveau de certains théâtres, de survivre à la capacité que nous avons d'y maintenir notre emprise. Il faut donc aider le camp d'en face à se regrouper pour l'attirer sur le terrain de l'affrontement direct. Oui, d'accord. C'est clairement ce qui pour le réduire à néant, alors. Pour le réduire à néant, c'est-à-dire en gros, c'est comme si les Allemands en 1942 s'étaient dit il faut que je détruise la résistance dans les Alpes. Tant que les résistants essaiment à travers le Vercors, la Beldonne, etc., c'est plus compliqué. C'est compliqué. Oui. Je vais les aider à fabriquer le maquis du Vercors. Comme ça, je pourrais les écraser. Bon, ils n'ont même pas eu besoin de nous aider. On a été un peu bête en l'occurrence, on l'a fait tout seul. Mais bon, en fait, ça revient au même. C'est la même chose. Donc on va aider en fait le camp d'en face à se structurer, mais on va l'aider à se structurer de la façon qui permettra de l'écraser. Est-ce que par exemple aujourd'hui en politique, dans ce qu'on appelle la droite nationale, on ne voit pas déjà ces tentatives avec certains mouvements qui se prétendent résistants, mais qui en fait travaillent pour l'Empire? Alors, quel mouvement? Par exemple, tout le bloc identitaire et tous ses affiliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un côté, ils
ils font partie entre guillemets de la résistance nationale, et puis d'un autre côté, quand on voit leur soutien, quand on voit pourquoi ils se battent, on peut s'étonner d'une espèce de fausse réaction. Est-ce qu'on ne peut pas voir là aussi le phénomène dont vous parlez, c'est regrouper tous les résistants pour les mettre dans ce qu'on pourrait dire dans un coin pour que ça soit en fait inactif et que ça ne donne pas grand-chose. C'est en fait une espèce de soupape de sécurité. Bon, ça fait longtemps, hein, de toute façon, que c'est pratiqué comme méthode. Bon, pour le bloc identitaire, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des stratégies, ça c'est évident, vers la droite nationale. On le voit bien à travers des choses assez... Enfin, je veux dire, on voit depuis quelques années des choses assez drôles. Je vais vous raconter une anecdote qui est amusante. Oui, allez-y. Il y a quelques années, figurez-vous, j'ai rencontré un agent bénévole du Mossad. Je sais que c'est un agent bénévole du Mossad parce qu'il me l'a dit, parce qu'il me l'a prouvé. Il me l'a prouvé. Comment? En me montrant qu'il avait des relations étroites avec des gens au sein de l'American Jewish Committee, en me montrant qu'il pouvait faire venir à des repas des gens qui sont notoirement ce qu'on appelle des Sayanim, c'est-à-dire des agents bénévoles du Mossad. Donc à partir de là, mais j'ai rien à lui reprocher, je veux dire, il a été très franc. C'est pour ça que j'ai accepté de discuter avec lui, c'est parce que autant je ne supporte pas Ceux qui se cachent. Autant s'ils viennent franchement, il n'y a pas de problème. Bonjour, machin, je suis un agent bénévole du Mossad. Oh ben enchanté, comment ça va? Bon, pas de problème. Les choses sont claires. Les choses sont claires, donc à partir de là. Et alors moi j'étais un petit peu abasourdi quand même de certaines choses qu'il me disait, parce que c'était un gars, j'avais parlé de son parcours, dans les années 80, il était SOS racisme, ce genre de truc. Puis là maintenant il vient, bonjour, salut, shalom, on va vous aider. Bon, mais attends, tu peux m'expliquer là, je comprends pas. Et il m'avait dit très simplement, on a un problème, il a été cash, hein, le gars. Il dit, en gros, on a un problème, c'est avec nos Arabes, vous avez un problème avec vos Arabes, il va bien falloir qu'on se parle, quoi. Donc ça, qu'il y ait ce genre de stratégie, c'est certain. Ce que je ne sais pas, c'est dans quelle mesure elle relève vraiment de la démarche initiée par les véritables décideurs au cœur de l'Empire. C'est-à-dire qu'il y a aussi des stratégies qui peuvent venir de certaines fractions de l'Empire et qui ne recoupent pas, en fait, la stratégie centrale. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'Israël, mais on ne peut pas être sûr du tout que ces choses-là recoupent ce qui est décidé au niveau du véritable cœur de l'Empire, qui se situe au niveau du grand capital et qui ne se situe pas du tout au niveau de l'appareil d'État israélien, qui, à mon avis, n'est qu'une annexe, en fait. Donc, qu'il y ait ce genre de mouvement, ce genre de tendance, c'est absolument évident. Après, est-ce que ça rentre directement dans une stratégie de guerre de la 4e génération, mûrie, concertée, pensée, ou est-ce que ça correspond à la panique, en réalité, qui monte au sein d'une partie du monde juif? Ça, je ne saurais pas vous le dire. D'accord. Alors, pour en venir toujours, pour rester dans le cadre des oppositions, dans votre livre, vous évoquez l'historien spécialiste de la culture de guerre classique qui s'appelle Victor Davis Hanson. Voilà. Et en fait, il explique qu'il y a un modèle occidental de la guerre et que ce modèle, en fait, est supérieur aux modèles non occidentaux. Alors, pourquoi, selon lui, ce modèle est le modèle de guerre occidentale est meilleur aux autres? Tout simplement parce que les Occidentaux, je cite, les Occidentaux seraient plus libres, plus autocritiques, donc plus pragmatiques, ce qui rend leur modèle guerrier meilleur par rapport aux autres, non occidentaux. Est-ce que vous pensez que cette thèse est juste? Oui et non. Je m'explique. Parce que moi, je me souviens, il y a quelques années, je suis allé voir au cinéma le film 300. D'accord, oui. 300, c'est adapté d'une bande dessinée. Oui, bon. La bande dessinée en question Et bien d'un fait historique réel. D'un fait historique réel, c'est évident. Et dans les remerciements qu'a mis l'auteur de la bande dessinée en question, qui est un monsieur dont j'ai oublié le nom, il remercie entre autres Victor Davis Hanson
pas pour Culture et Carnage, mais pour un livre qu'il avait écrit avant, qui s'appelle Le modèle occidental de la guerre. Donc 300, c'est une production de Hollywood qui découle en quelque sorte de la pensée de Victor Davis Hanson. Alors, si Victor Davis Hanson nous dit les guerriers occidentaux, sous-entendu les Spartiates de 300, sont ce qu'il dit là, oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que dans une salle de cinéma, il y a un écran, et puis il y a un public. Alors, si vous regardez l'écran, c'est vrai tout ce qu'il dit. Mais si vous regardez le public, il y a un problème. Parce que le public de 300, c'était quoi? C'était les gens que vous pouvez croiser dans la rue. C'est en France aujourd'hui, c'est les Occidentaux d'aujourd'hui. Qui sont pas tous occidentaux d'ailleurs. Qui sont d'ailleurs pas tous occidentaux. Oui. Et même quand ils sont occidentaux, d'une certaine façon, très souvent, ils ne le sont plus. Oui. C'est le petit cadre moyen frustré, c'est émasculé, etc. Dévirilisé, etc. Et c'est lui, et c'est souvent d'un conformisme et d'une soumission au modèle dominant absolu, absolument incapable d'autocritique. Hein, et c'est lui qui représente là ce que dit Victor Davis Hanson. Il y a un gros décalage en fait. Ah oui, ouais, oui, il y a un problème. C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a un empire dont le modèle secret est en fait le despotisme oriental. Parce que le fond de la démarche de quelqu'un comme Brzezinski, oui, c'est quand même en haut la cour, les très riches, au milieu, bon, les artisans du bazar, vous voyez, qu'on est bien obligé de tolérer la proximité de la cité interdite, parce que bon, il faut bien pouvoir consommer, ouais. Et puis en dessous, la masse des ilotes. Donc, la Perse de Darius, c'est l'Empire. C'est l'Empire. Ouais. Alors, ils viennent nous expliquer, ils viennent se revendiquer pour défendre ce despotisme oriental caché de l'héritage occidental. D'accord. C'est une escroquerie. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment que lorsqu'on étudie l'histoire de guerre entre l'Occident et le reste du monde, est-ce qu'on peut vraiment dire que le guerrier occidental est plus libre, plus autocritique et plus pragmatique que le guerrier non occidental? Oui. Historiquement, c'est vrai. D'accord. Historiquement, c'est vrai. C'est indiscutable. On peut pas. Ça, c'est une jusque vers. Pourtant, quand on prend les ordres de chevalerie en Europe, il y a une règle, oui. On ne voit pas beaucoup l'autocritique. Avoir une règle n'empêche pas d'être autocritique. Oui. Et encore, par exemple, le samouraï n'est-il pas autocritique? Alors, le samouraï, c'est particulier. Oui. Parce que le Japon, c'est très particulier. C'est encore à part. C'est à part. On l'a parfois défini comme un extrême occident, curieusement. C'est très bizarre, hein. Je veux dire, c'est vraiment une civilisation très particulière et qu'on ne peut pas assimiler au reste du monde non occidental. Mais sinon, dans le reste du monde non occidental, c'est évident. Donc le modèle du guerrier occidental, selon la thèse de Davis Hanson, pour vous est quand même correct? Que le guerrier occidental, le modèle est meilleur? La thèse est un peu caricaturale, mais oui. Elle n'est pas fausse. D'accord. Le problème c'est qu'aujourd'hui, elle ne décrit plus le réel. D'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. C'est ça le problème. Il y a un décalage 300 et les spectateurs... il aurait dit ça encore... Jusqu'en 14. Voilà, jusqu'au début du XXe siècle. Il aurait dit quelque chose de caricatural, d'un peu propagandiste, d'un peu chauvin, etc. Mais pas faux. Aujourd'hui, il dit ça... qu'il aille regarder un peu les statistiques aux États-Unis, qui se regardent dans le miroir. Oui. Ah bon, la ville de Philadelphie, c'est des gens dynamiques, autocritiques, intelligents, etc. Oui. Il s'est promené dans les rues de Philadelphie. Oui. Moi, je vais là-bas, je passe pour un mec mince. Il y a pas de problème. Ouais. Vous avez beaucoup d'humour. Oui. Alors justement, dans votre livre, vous expliquez qu'à la fin des années 90, les USA avaient deux choix qui s'offrent à eux. Soit reconnaître que la mondialisation américanomorphe promue par eux était une erreur, et donc ils étaient amenés à reconsidérer leur vision du monde, soit s'entêter dans ce modèle. Et comme vous le dites très bien, ils ont choisi la deuxième solution. Donc cette stratégie ne semble toujours pas payante, parce qu'on voit que la mondialisation américanomorphe, on voit que l'Empire a des limites. La question que je vous pose, c'est jusqu'où l'Empire va-t-il s'entêter? C'est la bonne question. Je ne sais rien, malheureusement, je suis comme tout le monde.
budgétaire absurde. Oui. C'est-à-dire qu'on nous parle de la reprise Obama. Il n'y a pas plus de reprise Obama que de beurre en broche. C'est sûr qu'à partir du moment où vous faites, je sais plus, 10, 12, 15%, ce serait même plus de déficit budgétaire, Oui. forcément vous allez avoir optiquement de la croissance. Oui. C'est une fausse croissance. C'est une fausse croissance. En fait, c'est la seule chose qui a cru en réalité, c'est la dette. Simplement, au lieu de faire croître les dettes des particuliers et des entreprises, maintenant il faut croître les dettes de l'État. Ça n'a aucun sens. Donc, ça va craquer. Je pense que ça va craquer à assez court terme, parce que je ne vois pas comment. Je dis, ça va peut-être pouvoir tenir 2 ans, et encore. Enfin bon, on n'a jamais vu ça, quoi. Je crois que le ratio endettement sur PIB, si on cumule les acteurs au sein de l'économie américaine, doit approcher de 500% maintenant. Oui. On a en plein délire. Ouais. Donc ça va craquer. Et à ce moment-là, je crois que les Américains vont devoir choisir entre négocier leur défaite ou se lancer dans une fuite en avant. Donc je n'ai pas la réponse à votre question, mais je crois qu'on va l'avoir vite. D'accord. Alors, toujours dans votre livre, vous expliquez que dans l'Empire, il y a différents groupes d'influence. Et à un moment donné, ce qui m'a étonné, pour être franc, c'est que vous différenciez les groupes mondialistes et les groupes pro-israéliens. Alors pourtant, ce sont souvent les mêmes, en général. Cette différence, où vous mettez la ligne de limite entre... Voilà, où vous mettez la ligne de limite entre les groupes mondialistes et les groupes pro-israéliens? Alors, d'abord, je crois que les gens ont tendance à agir en fonction de leurs intérêts. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et qu'à partir de là, quand on a un groupe à l'intérieur duquel les intérêts divergent, ce groupe nécessairement va au moins en partie exploser. Aujourd'hui, dans quelle mesure les intérêts de quelqu'un, si vous voulez, qui est chargé comme Premier ministre ou ministre de la Défense du devenir de l'État d'Israël, dans quelle mesure ces intérêts sont-ils encore tout à fait compatibles avec ceux de quelqu'un comme George Soros, par exemple, ou a fortiori de quelqu'un comme Zbigniew Brzezinski. Je pense qu'il continue à travailler en équipe, mais que... Ça va pas durer. Je ne sais pas si ça va durer, mais ça devient de plus en plus difficile. Bon, ce qui est très clair quand on lit Brzezinski, c'est que l'Israël s'en fout. Il ne faut pas oublier aussi, là il y a un phénomène à prendre en compte, c'est que même si les Rockefeller et tout ce qui gravite autour, historiquement sont très liés au monde de la haute finance, spécifiquement, on va dire, d'extraction juive, les Rothschild et tout ce qui gravite autour, il y a quand même 2 pôles. Les Rockefeller et les Rothschild. Les Rockefeller sont protestants. Les Rockefeller sont protestants. Alors même si, bon, ils sont protestants. Mon opinion personnelle est que ces gens-là ne sont ni protestants, ni juifs, ils n'ont qu'un seul Dieu, c'est le pognon. Mais enfin, tout de même, ça implique un certain nombre de choses. Même si eux-mêmes, à mon avis, n'ont rien à faire de la religion, en réalité, ils ont un petit peu chacun leurs troupes, leurs intérêts spécifiques. Bon, il y a 2 possibilités où ils se sont partagés les rôles et ils continuent à se coordonner dans la coulisse, où il y a un certain nombre d'indices qui sont apparus ces dernières années et qui montrent que... Il y a un vrai clivage qui est en train de... Il y a un vrai clivage qui est en train d'apparaître. D'accord. Je vais vous citer dans votre livre. Alors, je vous cite, je vous pose ma question après. D'une part, les émeutes de novembre 2005 survinrent 2 ans après que, par la voix de Dominique de Villepin, et lors d'une séance fameuse à l'ONU, la France ait refusé de s'associer à l'invasion de l'Irak par la coalition américaine. D'autre part, un des rédacteurs du livre était, en novembre 2005, en contact avec un groupe pro-israélien très actif sur l'Internet francophone, et qui ne faisait pas mystère de ses connexions avec les services de l'État hébreu. Ce témoin observa que le responsable de ce groupe tentait de sonder les milieux nationalistes français
pour savoir s'ils allaient répondre à la violence émanant des banlieues par une violence en sens inverse. Bon. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, toujours dans ce cas, est-ce qu'on peut supposer que des agents américains ou du Mossad aient favorisé les émeutes en banlieue pour favoriser sur le sol français un mini-choc des civilisations? Alors, on peut le supposer, mais on ne peut pas le prouver. D'accord. En 2008, je crois, un journaliste allemand, M. Udo Wolf-Kotte, Voilà, c'est lui que vous citez dans votre livre. c'est lui que je cite, Voilà. a actualisé un livre qu'il avait écrit quelques années plus tôt, qui s'appelait Le vrai pouvoir des services secrets, la gamme à ombre, où il disait que des agents... Pardon, je vous coupe. Des agents provocateurs à la solde du Mossad auraient été actifs dans les villes de Rouen, Lille, Nice, Dijon, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, etc. etc. Donc c'est Udo Wolf-Kotte. Voilà. Vous êtes Udo machin. Voilà, Udo. Pardon, monsieur Udo, mais Udo. Voilà. Et alors oui, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est possible? D'accord. Ah oui, ça, que ça soit possible, c'est clair. C'est une stratégie qui a déjà été déployée à plusieurs reprises par les services secrets israéliens, par les services secrets américains, par les services secrets russes. Elle est enseignée dans les écoles d'espionnage. Tout ce qui est action sous faux pavillon, recrutement sous faux pavillon, agitation sous faux pavillon, c'est une stratégie très classique de l'espionnage et de l'influence. Donc c'est possible. Enfin, étant donné que c'est une stratégie qui est enseignée dans les écoles d'espionnage, c'est tout à fait possible qu'elle soit déployée. Est-ce qu'on peut le prouver? Non. C'est très difficile. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Wolf-Kotte est quand même quelqu'un qui a, c'est un journaliste d'investigation reconnu en Allemagne. Je pense qu'il fait partie des gens, si vous voulez, que les services secrets allemands doivent utiliser pour laisser filtrer des choses. Et on doit lui dire en gros, ça tu peux le publier. Tu ne dis pas d'où ça vient, tu dis juste c'est des sources internes au BND, mais tu peux le publier. Donc, bon, maintenant il se peut très bien aussi que ça soit faux. Et, après tout, Ça peut être de la fausse propagande aussi. Ça peut être de la fausse propagande. Pour propager le mythe que le Mossad est surpuissant, alors en fait qu'ils ne font rien du tout. Tout est possible. Tout est possible. Ça peut aussi être une information, une opération de désinformation noire, où on nous fait croire que l'information vient du BND et vient d'ailleurs. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des agents du BND oui. qui décident de régler leur compte avec des agents du Mossad, allez savoir pourquoi, on n'en sait rien. Oui. Ce qui est en revanche plus intéressant, ce qui me pousse à croire quand même qu'il doit y avoir une partie de vérité là-dedans, oui. c'est que j'ai été au Bureau national d'égalité et réconciliation pendant quelques temps. Ça m'a permis de discuter entre autres avec des gens qui, disons, sont très actifs au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté musulmane. Et ils m'ont dit, eux aussi peuvent me mentir évidemment, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucun doute là-dessus. Ils savaient même qui, qu'ils avaient repéré, etc. D'accord. Donc, bon, c'est possible et j'aurais tendance à mettre la probabilité pour que ça soit vrai un peu au-dessus de 50%. D'accord. Est-ce que justement c'est rassurant que les nationalistes français au sens large du terme ne soient pas tombés dans le panneau de réagir par la force? Oui. C'est quand même... Oui. Oui, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Parce que ça prouve, si vous voulez, qu'on a une chance dans la mouvance nationale. Oui. Bon, on a évidemment, comme tout groupe d'une importance considérable, on a des gens qui sont manipulables, qui sont fragiles, etc. Mais pour l'instant, du moins, ils ont encore ce frein avant le passage à l'acte qui fait que la situation reste sous contrôle. D'accord. Donc je trouve ça très rassurant. Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand la situation ne sera plus sous contrôle, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut voir un monde comme à la Mad Max où tout le monde se tape dessus pour un peu de pétrole, un peu de...
Ou au contraire, est-ce les gens vont être raisonnables, mais en cas de crise, en général, les gens ont tendance à laisser parler leur pulsion. Pour moi, nous dansons sur un volcan. D'accord. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Occident aujourd'hui, et la France en particulier, c'est la salle de bal du Titanic, alors qu'en fait les soutes sont déjà envahies par l'eau. Oui. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à des choses gravissimes. Oui, d'accord. Mais je ne sais pas quand, ni comment, la situation n'est pas reluisante pour à très court terme. Non. D'accord. Alors, pour continuer sur ce que vous avez dit tout à l'heure entre la différence entre les intérêts du groupe Rockefeller et du groupe Rothschild, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a une probabilité assez importante qu'à terme, la droite israélienne se retrouve coincée tactiquement si les USA décidaient en fait à trouver un terrain d'entente avec l'Iran. Notamment dans le cas où le Pakistan sortirait de l'orbite états-unien. Et justement, vous expliquez dans votre livre que les réseaux pro-israéliens bien implantés aux USA et très efficaces font tout justement pour que les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran aillent au conflit. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait, d'un point de vue géostratégique, qu'est-ce qui pourrait motiver les États-Unis d'Amérique à effectuer ce qu'on appelle en diplomatie un retournement d'alliance? C'est-à-dire abandonner Israël pour s'allier avec l'Iran, alors que l'Iran, depuis des années, par la presse mondiale et la presse de l'Empire, est désigné comme le pays du mal. Alors, la première réponse qu'on peut faire, c'est celle de Richard Pearl. Je crois que c'est lui qui a fait cette réponse quand on lui a posé la question. Ça n'arrivera pas, point. D'accord. Voilà, ça n'arrivera pas. Bon. Maintenant, c'est Richard Pearl qui dit ça, c'est lui qui l'a dit, enfin, je ne sais pas lui, c'est un de ses clones. Oui. Bon, donc c'est sûr que ça n'est pas un scénario envisagé aujourd'hui, manifestement, par les classes dirigeantes. Maintenant, bon, vous savez, c'est pas parce qu'ils n'envisagent pas un scénario que ça ne va pas se produire. Les États-Unis, comme je vous le disais, sont aujourd'hui dans une situation économique qui, en tout cas pour ce que je peux en percevoir en fonction des informations que j'ai, est en fait catastrophique. Donc, on peut très bien avoir à ce moment-là des évolutions très brutales qui se produisent, parce que imaginez par exemple que la reprise Obama, entre guillemets, craque complètement, tout simplement parce que le monde arrêterait en quelque sorte de financer la dette américaine. Très vite, les États-Unis n'ont plus que deux choix: liquider leur dette par une inflation démesurée. C'est ce que pense probable, par exemple, quelqu'un comme Jacques Cheminade en France. J'ai tendance à l'écouter parce qu'il connaît bien ses dossiers, il a un bon niveau d'information. D'ailleurs, on voit très bien que maintenant, il y a des discussions à l'intérieur des dirigeants de la Fédérale Réserve pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va partir dans une voie inflationniste, voire hyper-inflationniste, ou est-ce qu'on va resserrer les boulons? Si on se retrouve dans 2 ou 3 ans avec une Amérique où la reprise Obama a complètement craqué, alors, vous savez, je ne sais plus combien il y a de dizaines de millions d'Américains maintenant qui survivent grâce aux bons alimentaires, de l'aide sociale. Si on multiplie encore ce chiffre-là par 2, par 3, enfin, bon... il y aurait une implosion... bon, ça devient ingérable. Alors, dans ce contexte-là, Israël, le soutien à Israël, ça peut devenir un luxe. Bon. Allez savoir. Donc c'est peut-être possible que les Américains effectuent, comme cette alliance leur coûte trop cher, c'est pas forcément qu'en termes de La question, c'est, en fait, la grande question, si vous voulez, c'est est-ce que
il est encore possible aux Américains de prendre sur cette question-là une décision. C'est-à-dire, l'influence du lobby pro-Israël aux États-Unis est tellement forte. Il faut quand même se rendre compte que le secrétaire général de la Maison-Blanche aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est le fils d'un membre de l'Irgun, qui a fait son service en Israël, Rahm Emanuel. C'est-à-dire que le gars qui prépare les dossiers d'Obama, bon, enfin, voilà. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'ils peuvent encore prendre une décision? D'un autre côté, est-ce qu'ils vont pouvoir éternellement aussi ne pas prendre de décision sur cette question? Oui, c'est vrai qu'ils sont en train de se suicider aussi à un moment donné, donc peut-être qu'ils vont... Ben, je crois que on peut parler effectivement quasiment de suicide là, à ce niveau-là, enfin de suicide au cas où une configuration géopolitique apparaîtrait où il ne serait plus en mesure, si vous voulez, de verrouiller correctement les Européens et de conserver à l'intérieur du pouvoir russe des amis suffisamment nombreux et suffisamment puissants pour garantir que la Russie ne franchira pas certaines lignes. Donc on peut avoir des configurations multiples, très dangereuses, très instables, et effectivement, dans un contexte comme ça, on ne peut pas savoir ce qui va se passer en fait. Alors, pour continuer abonder dans le sens de votre question, tout à l'heure, en préalable de notre discussion, je vous expliquais cette fracture Europe-Russie, et aujourd'hui, dans cette histoire dans cette guerre de quatrième génération mondialisée, dans les milieux de la résistance nationale, de la mouvance nationale, il y a de plus en plus de personnes qui militent pour un axe Paris-Berlin-Moscou, pour un axe Europe-Russie. Enfin, voilà. Est-ce que vous y croyez? Et est-ce que diplomatiquement, c'est possible? Ou encore une fois, ce n'est pas un vieux pieu qui restera... est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce? D'abord, il faut faire un constat lucide. Aujourd'hui, la France n'est pas prise au sérieux par la Russie. Ce qui est normal. Ce qui est normal. On est vraiment considéré comme la cinquième roue du carrosse. Bon. L'Allemagne est plus prise au sérieux, curieusement, alors qu'en fait, sur le plan du pouvoir géostratégique réel, elle est moins importante que la France. Oui. Mais elle est plus prise au sérieux parce qu'il y a effectivement un potentiel économique qui intéresse énormément les Russes. Leur économie tient mieux déjà aussi. Leur économie, elle tient mieux, disons que... Elle est moins touchée quand même. Elle est moins touchée que la nôtre, et puis, si vous voulez, comment je vais dire ça? Là, comment les Russes doivent voir la France en ce moment? Comment les Russes doivent voir la France en ce moment? Ils doivent se dire en gros, bon, c'est un pays qui est en train de devenir la colonie de cette ancienne colonie, qui est dirigé par une espèce d'agité du bocal absolument déconcertant. Pro-américain. Pro-américain. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Maintenant, quand ils regardent l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils doivent voir? Ils doivent se dire en gros, bon, elle n'est plus dangereuse, elle a renoncé aux armes de destruction massive, elle n'a pas les moyens, pour l'instant en tout cas, de s'en doter à nouveau, et économiquement, on a énormément à gagner à travailler avec eux. Donc, pour qui voit les choses du point de vue de Moscou, ils doivent se dire en gros, si je me mets à leur place, là je fais un exercice, je me mets à leur place, ils doivent se dire en gros, bon, on a intérêt à ne pas rentrer en confrontation directe avec les États-Unis parce qu'ils implosent, donc, surtout pas de confrontation directe, on les regarde imploser, rendez-vous à la fin, parce qu'un jour, il faut bien comprendre une chose, ça j'en suis sûr, oui. Les Russes rendront aux Américains ce qui s'est passé dans les années 90. Ils leur rendront. Ça se verra. Ça c'est sûr. D'accord. Mais la revanche de la guerre froide. Ça arrivera. Parce que ce qui s'est passé dans les années 90 en Russie, ça, il ne faut pas le perdre de vue, c'est impardonnable. Les Américains se sont comportés comme si leur tank avait roulé dans Moscou. Bon. Le produit intérieur brut russe a été divisé probablement par 2.
il y a des millions de Russes qui se sont couchés le ventre creux pendant des années. Tout ça pour engraisser les super enfoirés de la City londonienne et de Wall Street. Ça se payera, c'est évident. Mais pour l'instant, pas de confrontation directe. Bon, à mon avis, c'est comme ça qu'ils voient les choses. D'accord. Donc en fait, la Russie aura plus d'intérêt à se tourner vers la Chine par rapport à l'Europe, parce qu'il y a un potentiel plus important. Je pense qu'ils jouent leurs intérêts, parce qu'ils ont raison. Ce qui est normal, encore une fois. Et que de leur point de vue aujourd'hui, les acteurs qui les intéressent, c'est l'Amérique, curieusement, parce que pour l'instant, ils ne veulent pas de confrontation avec elle, et parce que ils ont en tête l'idée qu'il faut être en quelque sorte responsable dans l'ordre du monde. Ils pensent à l'Allemagne, parce que c'est un moteur de développement économique crucial pour eux, et puis bien sûr à la Chine, parce que, bon, ils se rendent bien compte que ça sera la première puissance mondiale à relativement bonne échéance maintenant. Et puis nous, dans l'histoire, oui, on est romantique. Ouais, puis Nice, c'est beau. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous voient. Alors Paris, Berlin, Moscou, c'est un beau rêve, mais il faut être lucide. Si ce rêve un jour se réalise, ça sera parce que une configuration géopolitique s'est créée où les Américains ont eu intérêt à nous laisser faire, oui. Et où les Allemands se sont dit, en gros, bon, il faut qu'on emmène les Français avec nous, parce que vraiment, sinon, on ne fait même pas. Ouais. On en est là, il faut en avoir conscience. Quoi. Oui. Donc, Paris, Berlin, Moscou, oui, mais bon. Oui. Donc notre situation est catastrophique. Catastrophique. Alors justement, une dernière question pour clore cet entretien très passionnant. Vous expliquez dans votre livre que, donc on redit le choc et simulacre, hein, vous expliquez dans votre livre qu'aujourd'hui, le combat se joue beaucoup au niveau de l'information et que nous sommes tout le temps baignés dans une atmosphère de désinformation. Donc les milieux de la résistance nationale et de la mouvance nationale essayent de résister à l'Empire de façon diffuse, chacun fait comme il peut, mais aujourd'hui, quand on a un citoyen lambda en France, enfin, un Français, donc moyen, on ne s'intéresse pas forcément à la politique, comment fait-on pour sortir de la désinformation? Et comment nous, qui sommes qui faisons partie, qu'on le veuille ou non, de la résistance, comment on fait pour aller voir nos compatriotes, qui sont souvent nos voisins, qui nous prennent souvent pour des dingues, parce qu'on est complotistes, etc. Comment on fait pour expliquer à tout le monde que, bon, bah voilà, il y a beaucoup de désinformation, et que surtout, il faut qu'on change de politique, déjà notamment en France, parce que comme vous le dites si bien depuis tout à l'heure, nous n'arrêtons pas de danser sur un volcan. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cette désinformation qui aujourd'hui est une donnée essentielle du combat politique? Je crois qu'il faut faire ce qu'on fait déjà, mais il faut le faire mieux. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas se fixer des objectifs dépassant nos capacités. Notre objectif, pour l'instant, c'est de survivre. C'est-à-dire, on est dans la position des résistants. On n'est pas dans la position des révolutionnaires aujourd'hui. On n'a pas les moyens. Peut-être demain, ça changera. Mais pour l'instant, on est dans la position des résistants. C'est quoi l'objectif d'un résistant? Survivre. C'est survivre. C'est de durer 5 minutes de plus que l'armée d'occupation. Vous durez 5 minutes de plus que l'armée d'occupation. On a gagné. Vous avez gagné. Donc, je pense que l'objectif, c'est de survivre, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de conserver, par un travail, à mon avis, qui doit se faire de plus en plus en réseau, avec un réseau ouvert, un protoplasme dont les frontières ne sont pas clairement définies. Parce qu'en plus, si vous analysez les stratégies de la guerre de 4e génération, on peut y répondre par une guerre de 5e génération. La guerre de 4e génération, c'est l'Empire qui veut nous obliger à entrer sur son terrain. La guerre de 5e génération, c'est la guerre qui consiste justement à ne pas rentrer sur le terrain de l'Empire. Donc un travail en réseau, où on ne trace pas trop les frontières, où on tisse des liens qui aujourd'hui peuvent paraître encore un peu improbables, mais qui demain seront très utiles, avec certains
certaines mouvances qui sont très éloignées, a priori, de ce qui est convenu d'appeler la droite nationale. Je ne sais même pas si elle est de droite, mais bon, on va dire ça comme ça. Résistance, c'est bien. Voilà, la résistance nationale. Et petit à petit, comme ça, d'incuber un espace mental collectif, si vous voulez, émancipé à l'égard du système médiatique et de le faire croître progressivement et de survivre dans cet espace. Ben, je crois que si on fait ça, on fait notre boulot. D'accord. Eh bien écoutez, on répète, Choc et Simulacre aux éditions Le Retour aux Sources. C'est un livre très intéressant que je conseille vivement à lire et à posséder, dans lequel vous apprendrez vraiment beaucoup de choses. Monsieur Drac, je vous remercie. À bientôt.